Amis culturels, bonjour et merci d'être des nôtres. Invité de Cultura, Richard Ballet. Richard Ballet qui vient de publier aux éditions L'Harmattan Congo Sur la route de l'école, un roman autobiographique de 200 pages, il faut dire, et subdivisé en 6 parties distinctes dont nous parlerons des généralités, naissance et enfants, primaire, collège, lycée et université, la partie, n'est-ce pas, qui met fin à ce roman. Et pour une brève présentation, voilà, d'abord, bonjour Richard. Bonjour, monsieur Voilà, ça Savagoma. va? Oui, c'est très bien, Ok, merci. merci. Donc, Richard Ballet, juste pour une brève présentation, Je vous en je prie. dirais simplement ceci, que Oui. vous êtes doctorant en linguistique à la formation doctorale de l'université Mariengwabi Mhm. et en sociologie au laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique Mhm. du Centre national de recherche de la recherche scientifique, en sigle donc CNRS, CNRS, oui. de France. Vous êtes enseignant-chercheur en littérature, Mhm. en logistique et en gestion des ressources humaines et auteur de, donc c'est votre première publication, votre Oui. premier ouvrage, Organisation du trafic maritime en Afrique, usage du bordereau du suivi de la cargaison et traitement logistique donc de l'information, qui est votre deuxième ouvrage. Et Merci. aujourd'hui, vous arrivez avec un troisième titre, mais Oui. là, si en tout cas nous sommes là en pleine littérature, Oui. c'est un roman autobiographique que vous nous apportez C'est bien cela. sur la route de l'école. Très bien. Alors, merci donc Richard. Je mentionnais que votre roman autobiographique est subdivisé en 3 parties, en six En six parties, parties, voilà, oui. distinctes. Et juste pour l'incipit de votre première partie, donc généralité, Oui. vous écrivez ceci, pour ne pas dire que le narrateur nous écrit ceci. Oui. Assis sous le palmier, sur une chaise, vous réfléchissez sur les difficultés de la vie. Serais-je un jour un chef, un directeur, un haut fonctionnaire, ou dans ce pays où seul un parapluie peut protéger et donner de l'ombre, que dois-je faire malgré mes diplômes, mes compétences, mon dévouement, mon assiduité, ma ponctualité? Que pourrais-je faire? Que pourrais-je, voilà, donc que pourrais-je faire malgré ma foi, mon intelligence, ma disponibilité et mes respects? Ah, mon parrain n'est plus en fonction, car dans ce pays, pour s'accomplir, il faut bien une poulie qui doit tirer ou hisser. Dois-je me détourner de la vie professionnelle pour me concentrer sur la construction de l'être intérieur? Mhm. Fin de citation pour ce, n'est-ce pas, pour cet incipit. Je dirais simplement que je m'arrête là. Merci. Voilà, et c'est aussi le premier paragraphe qui ouvre ce roman autobiographique. Ok. Alors, Richard, je disais tout à l'heure, après Oui. ces 2 titres qui vous ont mené dans un chemin totalement professionnel, vous Mhm. arrivez à la littérature avec Sur la route de l'école, Mhm. et un roman qui est mentionné autobiographique. Autographique. Alors, pourquoi vous arrivez avec un roman autobiographique? C'est un choix, Richard Ballet. Oui, sauf, oui, je disais bien que c'est un choix. Ah oui. C'est un choix tout simplement. L'autobiographique, considérant ici, ne voudrait pas dire que c'est ma vie. Mhm, Loin de là. mhm, L'autobiographie voudrait dire que le lecteur peut faire, peut se trouver dans ce roman. Donc on peut se dire, euh, la citation que vous avez lue tout à l'heure pourrait mhm, être Monsieur Savgoma qui parle. mhm. Donc dans le roman, tout le monde peut se retrouver. D'où vous voyez déjà même 6 chapitres. Euh, Généralité, est-ce que si je ne me retrouve pas dans la généralité, je peux me retrouver dans Oui, l'école primaire? oui. Si ce n'est pas l'école primaire, on est passé au collège, ainsi de suite. Si je me suis arrêté au collège, au moins là, je peux me retrouver. Donc Oui. il s'agit là des romans autobiographiques du lecteur. Le lecteur doit Ah, du lire sa vie. lecteur? Du lecteur, Ah, oui. il faut dire finalement c'est une dénomination c'est un concept qui a changé parce que lorsqu'on sait qu'on est dans l'autobiographie, Oui. on sait que l'auteur va nous raconter sa vie, sinon une partie de sa vie, même si cette partie peut être romancée, Oui. mais l'on sait qu'on l'on retrouvera, n'est-ce pas, fondamentalement Oui. le cheminement de l'auteur que vous êtes.
contrairement à ce Bon, que j'ai pensé. sauf si vous me dites qu'à ce moment-là, Oui. il y a eu évolution du concept roman autobiographique et qu'on se retrouverait finalement dans une narration totalement Non, fictionnelle. il n'y a pas eu évolution. Ben, l'évolution d'un mot, ce sont les auteurs et les écrivains qui donnent un contenu au mot. Mhm. Et je voudrais arriver sur le marché, Oui. donner un autre contenu au mot autobiographique. Mhm. Donc, nous savons que quand on lit un dictionnaire, Oui. on verra, le dictionnaire définit ce que vous dites comme vous êtes un bon critique littéraire. Mhm. Mais à la fin, l'auteur dit, je donne un autre contenu. Et c'est là où vous verrez qu'il y a tout un sens que l'auteur charge chaque mot lorsqu'il écrit. Et Oui. c'est dans ce sens que j'ai chargé le mot autobiographie Oui. avec ce que Ben, j'ai nulle dit. part de cette mention est portée. Oui, Et donc, quiconque se trouverait en face de ce roman, oui, en lisant la mention roman autobiographique, oui, en tout cas se dirait que je rentre là dans le cheminement oui. de la vie, n'est-ce pas, de l'auteur. Quoi qu'elle soit, que ce cheminement, quoi qu'il soit romancé, Oui. mais en tout cas, on se dit que l'auteur doit répondre, n'est-ce pas, de cette réalité qui n'est pas fondamentalement fictionnelle. Oui, vous avez... D'entrée de jeu, il faut qu'on s'accorde, Richard Ballet. Bon, oui, effectivement, d'entrée de jeu, c'est cela. Mais vous savez, seule une personne qui a dit le mot, qui a dit quelque chose, pourrait donner le contexte, Le contexte. voilà, Bon. ou le sens Alors, de à ce ce mot. moment, vous vous chargerez partout où il y a ce livre pour aller dire, c'est pas l'autobiographie au sens strict du mot, Tout à mais fait. sinon que c'est au sens totalement, n'est-ce pas, de l'évolution du concept, parce que quiconque veut, désormais, il faut dire que cela dépendrait de l'auteur qui chargerait chaque concept Très bien. tel qu'il le présente. C'est bien, merci. Ben, personnellement, je m'en tiens simplement Oui. à cette mention roman autobiographique, Je vous et en je me prie. dis que je suis là dans le cheminement, Oui. n'est-ce pas, de l'évolution de Richard Ballet. On peut y aller. Bon. Merci Richard. Alors, dans la première partie généralité, où je viens donc, pour laquelle je viens de lire, il faut dire cet extrait, Richard Ballet, vous, sinon je dirais toutefois le narrateur, n'est-ce pas, Oui. nous installe dans trois piliers de l'enseignement, de l'éducation, trois piliers de l'éducation, Très bien. où il y a donc l'éducation générale, il y a cette éducation finalement, ou cette formation professionnelle, également cette formation qu'on a sur le tas, donc il faut dire qu'on a du jour le jour. Oui. Alors, et on réalise que pendant longtemps, le narrateur, n'est-ce pas, nous conduit dans ses méandres et nous installe pendant un bon moment. Y a-t-il intérêt à cela? Bon, d'abord, M. Sauve, je suis très ravi de cette profondeur que vous avez puisée, vous avez cultivée, que peut-être je n'avais pas trop bien vu cela. Mais j'avoue que, oui, le choix que j'ai fait, c'est donc de voir les trois types d'écoles de la vie. Quand on est né, on est confronté à trois écoles. Mais les trois écoles, s'il faut le souligner, ne se passent pas de manière chronologique, c'est parfois simultané. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous avons ce qu'on appelle l'école, ce que j'ai dit dans le roman, l'école des lettres ou l'école lettrée, où nous envoyons nos enfants aller apprendre l'alphabétisation. Ensuite, on apprend à écrire, à parler en français, puisque la plupart du temps, pour certains qui sont nés jusqu'à 6 ans, 10 ans, ne savaient pas parler la langue française ou la langue anglaise, arabe, je n'en sais rien. Mais après, il y a également, peut-être pas juste après, mais il y a également à côté une école de la vie. Et cette école commence dès le bas âge, dès la naissance, avec les parents qui enseignent à travers les contes, à travers les histoires, à travers ceci. Et aussi, lorsqu'on est sur le banc de l'école, vous verrez même qu'un homme a plusieurs types de comportements, dans le sens où, quand il est à l'école avec les autres, il a un comportement, à la maison, il a un comportement, dans un autre milieu, il a un comportement. Donc, ces comportements déduisent, n'est-ce pas, les types d'écoles ou des enseignements que la personne apprenne. Aussi, il y a une école, ce que j'ai appelé une école spirituelle. Vous voyez, dès le bas âge, à l'enfance, on emmène déjà son enfant à l'église pour apprendre comment les 10 commandements, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas ceci. De même, il arrive aussi que on a grandi, on commence à creuser la Bible, on commence à creuser certains documents, certaines littératures de la spiritualité ou certaines écoles spirituelles. Vous voyez que tout cela conduit à ce qu'on appelle l'école de manière générale. Et c'est d'ailleurs le déroulé du début jusqu'à la fin, même si la narration semble être un peu plus
disperse, mais c'est le fil conducteur, comme vous avez bien trouvé, de ce roman. Voilà. Alors, tout à l'heure, l'extrait que je venais de lire plaçait le narrateur dans une interrogation. Oui. Donc, ce roman s'ouvre sur une interrogation. Et lorsqu'on a lu finalement le roman, n'est-ce pas, la suite du roman, on réalise que cette interrogation voulait simplement ouvrir cette voie du cheminement, il faut dire, de la formation de l'auteur, enfin du personnage principal, oui. Qui sera Koloba Mbenze. En fait, Koloba Mbenze, oui. On comprend également les séquences de naissance, puisque la deuxième partie, c'est la naissance, et on nous présente, n'est-ce pas, la naissance de ce personnage. Mais déjà, cette interrogation, on comprend, n'est-ce pas, il faut arriver à la chute également du roman pour comprendre l'intérêt de cette interrogation, parce que c'est l'interrogation qui nous place dans les trois types d'éducation, sinon de formation, d'école que vous présentez. C'est bien cela. Voilà. Et là également, il y a certainement, en parlant de cette autobiographie, on comprend les préoccupations de l'auteur, sinon du narrateur ou de l'auteur-narrateur. Oui, l'auteur-narrateur. Oui. Je préfère l'auteur-narrateur. Mais bien sûr, vous savez que si l'homme ne s'interroge pas, c'est difficile d'aller loin. Vous voyez, vous avez compris qu'il s'est interrogé au départ, mais finalement, il a trouvé les réponses à son interrogation ou à ses interrogations. Et effectivement, dans ces interrogations, l'interrogation pousse à la recherche. Quand je me pose des questions, je cherche. Quand je me pose des questions, je me bats à sortir de ce carcan ou de cette difficulté, à trouver une solution. Donc, le narrateur se pose bien des questions au début, et finalement, déjà, je pense, non, c'est d'abord le personnage principal, Koloba, qui se pose des questions, mais le narrateur lui rappelle, attention, il faut savoir que dans la vie, et là encore nous en avons parlé, dans la vie, il faut savoir s'y prendre, il faut savoir que la vie est faite des erreurs, des succès, des échecs et autres, parce que quand vous êtes... Et le narrateur insiste beaucoup sur les conséquences positives des erreurs, puisqu'en fait, la vie n'est que, en réalité, le succès n'est que, n'est-ce pas, le reflet de l'échec. Effectivement, vous savez... Disons la répétition, la reprise, n'est-ce pas, la prise de conscience, n'est-ce pas, des échecs, des leçons des échecs. C'est bien cela. Et l'auteur-narrateur insiste là-dessus pour dire que arrêtez d'incriminer une personne qui a fait des erreurs. Parce que en regardant le contenu des mots erreur, faute et autres, je me rends compte qu'une erreur, c'est lorsque on le fait inconsciemment. Je ne sais pas, j'ai fait quelque chose, mais j'ai commis. Alors qu'il faut, c'est lorsque on casse les normes. Par exemple, ne volez pas des icônes. Lorsque vous respectez des principes, vous mettez des fautes. Mais une erreur qui est faite inconsciemment devrait être plus ou moins perçue dans le bon sens. Que c'est un élément qui vous pousse à l'école de la vie. Parce que pour avoir une expérience, il faut vivre certains faits. Et en vivant les faits, vous pouvez réussir ce fait ou faire mal ou faire dans le mauvais sens. Et dans le mauvais sens, une erreur arrive, vous vous corrigez, vous dites tiens, pourquoi j'ai fait ça, il faudrait que je me corrige. Et c'est dans ce sens-là qu'on ne doit pas trop incriminer des gens qui commettent des erreurs. Au contraire, de les accompagner à prendre conscience de leurs propres erreurs afin de se corriger et aller de l'avant. Mais une personne qui a commis une faute, oui, mais encore que ceux qui font droit vont vous dire est-ce qu'il était conscient, si c'est une personne, est-ce qu'elle était consciente des normes, des lois que vous avez placées pour faire aller à l'encontre. Voilà les principes un peu quelque peu de ce que le narrateur est en train de dérouler. Voilà. Alors, ce roman autobiographique, il faut dire que dans ce roman, vous prenez, ou l'auteur-narrateur, opte une démarche totalement pédagogique. On comprend qu'on a affaire à un enseignant-chercheur qui veut à tout bout, n'est-ce pas, de mots, développer, sinon définir les éléments, développer
et des fois aussi tirer des conclusions au bout de chaque chapitre, sinon au bout de chaque développement. Hein, j'ai noté quelques passages comme ça, où chaque fois, l'auteur-narrateur revient sur, voilà, à la page 64, je lis rapidement. Je vous en prie. Voilà, c'est le deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe, voilà, c'est un extrait. Mais vous l'observez partir avec un cœur serré, car au village, on ne peut assister à un pareil comportement. La fin, ainsi va la vie, on récolte ce qu'on aurait sémé. Là déjà, il y a une conclusion, pour ne pas dire une déduction. À la page 74, je prends comme ça, Richard Ballet, à la page 74, voilà, nous y sommes. C'est pour dire que tout le monde n'a pas un membre de famille. Donc, ceux qui n'avaient, pour prendre un peu plus haut, ceux qui n'avaient pas cette opportunité finissaient tout au port avant de rejoindre une cafétéria pour prendre un café avec des beignets. D'accord. Et la fin, c'est pour dire que tout le monde n'a pas un membre de la famille en ville. Voilà. Vous développez, l'auteur-narrateur développe, pose un concept, pose une définition, développe, et il y a toujours cette leçon à tirer, sinon cette conclusion. Et les exemples sont légion dans ce roman. Oui, effectivement, c'est vous qui percevez cela. Quand j'écrivais, peut-être que je ne me rendais pas compte exactement de ce que je le faisais. C'est l'influence là également de la démarche scientifique qui pousse l'auteur, l'enseignant-chercheur à vouloir développer dans chaque fois qu'il y a un exposé à faire, chaque fois qu'il y a... Vous ne pensez pas que cette démarche a beaucoup influencé le romancier? Oui, effectivement, parce que pour votre information, avant d'écrire, je me suis préparé pendant, je dirais, près de 10 ans. Se préparer pendant 10 ans, c'est quoi? J'ai arrêté de lire les romans, parce que je lisais beaucoup depuis l'école primaire. Hein, ça, c'est au village. Hein, depuis l'école primaire, collège, lycée, je lisais. Et je demandais même aux anciens, ceux qui sont évolués, quels sont les romans, et on me citait par exemple Anta Diop, et je prenais les romans. Mais arrivé un moment, j'ai dit non, je dois arrêter pour ne pas être influencé par l'écriture. Oui. Donc j'ai arrêté de lire. Tout en restant dans la recherche scientifique. Bien sûr, tout en restant dans la recherche scientifique. Donc à ce moment-là, c'était deux marches. Oui. Donc c'est vous comprenez que voilà, implicitement sans que je le sache. Puisqu'après, il fallait se lancer dans les écritures des mémoires, des rapports, de ceci, de cela. Et implicitement ou inconsciemment, la deuxième partie, moi qui voulais fuir, peut-être fuir, le mot n'est pas celui-là, éviter le roman pour ne pas être influencé par le roman, mais un autre type de littérature m'avale et me conduit dans ce genre de style beaucoup plus pédagogique. Voilà. En tout cas, beaucoup plus, il faut le dire. Alors, le narrateur nous présente le personnage. En fait, le narrateur se présente à la deuxième personne du pluriel, le vous. Oui. D'entrée de jeu, on a vous déjà, dans l'extrait aussi sous le palmier, assis sous le palmier, une chaise. Vous réfléchissez sur les difficultés de la vie. Et chaque fois que le narrateur donc, se présente, ou le personnage principal se présente, on sait qu'il se présente sous l'angle du vous, du début du roman jusqu'à la fin du roman. Mais curieusement, il y a une intrusion, une forte intrusion qui, ma foi, ne se justifie pas. Sinon, vous nous direz, et Richard Ballet, pourquoi cette intrusion. À la page 59, à la page 59 de votre roman, et donc c'est tout. Voilà, début donc du premier paragraphe. Enfin, vous êtes bien habillés. Vous êtes bien habillés au CM2. Je ne peux vous dire comment vous étiez vêtus avant ce niveau. Je ne peux vous dire comment vous étiez. Il y a cette intrusion du jeu, première personne du singulier, et nulle part ce jeu n'est apparu, sinon qu'à ce niveau, et ce jeu disparaîtra jusqu'à la fin du roman. Une explication?
Je vous en prie. Merci. Vous avez vraiment l'œil. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau très profond du roman pour le découvrir. Effectivement, le narrateur parlant de Koloba, hein, Koloba qui est défini comme un chiffon, hein, comme une serpillière, comme de rien. Et c'est le narrateur qui raconte sa vie. Donc, mais à un certain moment, le narrateur... Et il vous voit. Voilà, il Voilà. le vous voit. Il le vous voit Oui. du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il faut le respecter, parce que le vouvoiement ici, c'est dans le sens de la politesse, dans le sens du respect. Mais à un certain moment, est-ce une erreur de la part du narrateur qui s'arrête pour dire, ben, j'ai parlé, je vais exprimer mon fort intérieur. Parce que jusque-là, le narrateur ne cesse que de décrire ce que Koloba fait, de lui rappeler une espèce de miroir qui reflète ce que le personnage principal a fait et fait. Alors, il arrive à un moment où il s'arrête et dit, je donne mon point de vue. Et il sort son opinion, parce que le jeu ici, c'est son fort intérêt qui s'exprime. Il dit, je ne peux imaginer combien. Donc à ce moment-là, lui, il exprime cette fois-ci sa dernière opinion sur la question au narrateur Koloba. Donc pour l'instant... Non, au personnage Koloba. Oui, voilà, excusez-moi, au personnage Koloba. Oui. Parce que le narrateur, nullement n'a parlé de son expression, il a exprimé ses sentiments. Mais arrivé là, il s'est arrêté pour exprimer ses sentiments ou son opinion. Voilà. Et c'est l'unique fois dans le roman, et puis après le jeu disparaît. Oui, c'était une seule fois qu'il a donné son point de vue au narrateur pour que le narrateur comprenne exactement peut-être le sens de la profondeur de cette partie. Parce que généralement, quand quelqu'un parle, il est mieux d'être très attentif. Parfois, la personne peut vous donner la solution à votre question ou à quelque chose dans son langage. Mais si vous n'êtes pas attentif, et c'est d'ailleurs dans le sens de l'enseignement, l'école de la vie, quand les grands-parents enseignent, les jeunes au village, ils les exhortent à être très attentifs, à ne pas trop bavarder. Mais aujourd'hui, nos jeunes civilisés du 21e siècle, vous êtes en train de lui expliquer quelque chose, il dit oui, papa, j'écoute, il est en train d'écrire. Et à un certain moment, il lui échappe quelque chose que vous avez dit de très fondamental pour sa vie. Ou vous lui avez donné une clé pour ouvrir quelque chose quelque part, vous pouvez lui donner même le code de votre coffre, mais il ne comprendra pas. Il va revenir, oui, s'il vous plaît, s'il te plaît, papa, tu as dit quoi, ou maman, mais c'est trop tard. Et donc, souvent, c'est dans ce sens-là qu'on invite les lecteurs à être souvent attentifs quand une personne vous explique quelque chose. Voilà. Alors, Richard Ballet, je vais vous inviter à la lecture d'un extrait. Merci. Vous allez prendre tout au hasard un premier extrait de votre roman et vous allez nous en donner lecture. Bon, je vais essayer de donner une lecture d'un ou, s'il faut dire, un paragraphe et demi, C'est à la page 38. Page 38. Deuxième paragraphe, là où on parle de parlant. Oui. Parlant de franc CFA, regroupant 14 pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, il a été institué en 1945 sous l'accord de Bretton Woods. Fabriqué en France à Chamaillère, sa signification a évolué en temps et en circonstances. D'abord, colonie française en Afrique, ensuite coopération financière africaine, enfin communauté financière africaine. Après sa production en France, la monnaie est expédiée dans un des pays de la communauté. Et chaque pays doit constituer une réserve au trésor français pour assurer les différentes transactions de par le monde. En commerce international, par exemple, cela permet de passer de francs CFA en dollars, en euros ou autres devises. Cependant, les deux zones n'utilisent pas la même monnaie. Si vous arrivez au Bénin, par exemple, et que vous possédez un franc CFA de l'Afrique centrale, vous devez obligatoirement le monnayer en franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et vice-versa. Cette tracasserie a conduit les 14 pays à adopter le franc africain et à unifier leur monnaie en 1990. La dévaluation, la séparation des zones et l'influence coloniale seraient à l'origine de ce changement. Dorénavant, on n'aura plus un franc CFA de l'Afrique centrale ni un franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Fin de citation. Oui, Richard, bon, je mentionne que cet extrait fait partie
des différentes incursions, sinon intrusions que vous faites, des développements. Oui. Tout à l'heure, je disais que vous posez un pédagogique. concept, vous le développez, Oui. et c'est un extrait en réalité Oui. qui n'a rien à voir avec la souche même de la trame de votre roman. Et pourquoi ce choix alors? Ce choix, j'ai choisi ce passage pour dire que pendant que j'étais inspiré à écrire ce roman, avant 2018, il n'y avait pas encore l'histoire de franc CFA. Parce que c'est, je pense, vers fin 2018 que un ministre italien a soulevé la question de franc CFA. Mais avant, c'est arrivé que j'en parle dans ce roman, dans le manuscrit. Pourquoi j'ai choisi cet extrait qui n'a rien à voir avec la trame? Voilà. La trame essentielle. Essentielle du roman. Parce que cette partie, vous voyez que dans le roman parle d'une vie traditionnelle qui n'est pas fondée sur tout ce qui est monnaie, et une vie occidentale ou une vie urbaine totalement fondée sur l'argent. Et vous verrez quelque part, même quand le personnage principal s'interroge sur sa vie, sur la réussite, mais derrière la réussite, il n'y a que l'argent qui arrive. Et cet extrait arrive pour montrer combien même l'argent est au centre de tout. Et cet argent également constitue un point de discorde de beaucoup d'autres aspects, un point de manipulation et aussi un point de l'enseignement. Parce que vous comprenez que parfois on est ahuri, on arrive en Afrique de l'Ouest, on a son argent, mais on se dit il faut passer monnaie cette somme. Donc c'est pourtant dire que cette intrusion a une valeur pédagogique, comme vous l'avez su vous-même. Je sais que là, vous êtes dans cette démarche pédagogique que j'ai mentionnée, la dimension intelligente, je dirais même, de votre roman. Merci. Alors, Richard, justement, tout à l'heure, vous avez mentionné ce conflit, il faut dire, qu'il y a depuis longtemps, qu'il y a entre finalement le monde traditionnel, le monde urbain, le monde également contemporain, voulais-je dire. Il y a, juste dans l'un des passages de votre roman, on a le personnage, donc Koloba, qui arrive pour la première fois. Il faut dire que le roman a pour centre géographique Bétou. Très bien. Voilà. Donc Bétou. Et légalement, on sait qu'on est en République. C'est l'unique fois où je réalise que le narrateur ne dit pas exactement le pays, n'est-ce pas? Le pays. Sinon, c'est à ce niveau que les choses sont plus ou moins romantisées. Montre les dimensions fictionnelles également, qui sortent pour montrer qu'on sortait là également de l'autobiographie. On verse dans la fiction pour nous parler de la République forestière. Il y a Bétou, il y a tout ce qui comporte Bétou, tous les centres, les axes, on retrouve Bétou. Pour quiconque a vécu dans cet espace géographique, pour quiconque connaît, on sait également toute la description que vous faites à ce niveau. C'est en tout cas le centre géographique, le cadre géographique de votre roman. Et donc pour la première fois que Koloba arrive dans la ville de Brazzaville, il y a un grand choc qu'il va vivre. Et certainement aussi ce choc fera qu'il reparte sitôt dans son village. C'est le fait, n'est-ce pas, de constater qu'à Brazzaville, tout est morcelé. Chacun vit dans son petit coin. On ne partage pas comme on fait au village. Au village, on mange de la même assiette, le co-épouse, tout le monde se partage, n'est-ce pas, la même assiette. Et pour un fait il faut dire, pour un petit vol, un vol, on dirait bénin, entre guillemets, il n'y a que son cousin, n'est-ce pas, a puni un de ses frères, sinon un qui était, pour dire qu'il ne mange pas pendant 2 jours. Tout à fait. Et ça, Koloba ne l'a pas supporté, parce que aucune fois et nullement cela n'arriverait au village. Donc il y a ce choc en fait, n'est-ce pas? Ce contact, vous parlez de l'école, de la formation, de l'école qu'il y a, que l'on fait au quotidien et tout. Et là également, il y a cette formation qui se dessine, n'est-ce pas, dans les différentes expériences que va vivre Koloba.
Ben ça, vous savez, tu sais, on peut se tutoyer. Depuis que tu parles, je ne cesse que de sourire parce que je me dis c'est exactement cela. L'explication, c'est vous êtes, bon, on peut dire, je vais entre vous et tu, toutes mes excuses, totalement dans le roman. Mhm. Effectivement, c'est le paradoxe hein, entre la vie Au villageoise, village et la oui, vie voilà, dans le centre urbain. dans le centre urbain, et vous comprenez que dans le sens de l'école de la vie, hein, on découvre beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas découvrir. Et là aussi, on donne l'avantage au voyage pour découvrir que finalement, ici, nous sommes unis au village, nous sommes unis, et que de l'autre côté, c'est difficile parce que quand je suis, par exemple, au village, il n'y a pas de clôture. Vous voyez, vous avez parlé de Bétou. Oui, effectivement, c'est c'est le point de départ et le point d'ailleurs, le point fondamental de déroulé. Mais voyons Bétou ici comme le double de Bétou. Mhm. Mais nous savons que c'est la République forestière. Il faudrait que le narrateur ou l'auteur s'identifie de quelque part. Et le quelque part, parce que quand on lit même les romans, certains romans français, on découvre Paris, mais on parle de Paris, mais Paris dont on parle, ce n'est pas Paris. On parle des immeubles, des gratte-ciels, mais ce n'est pas exactement Paris. Mais donc ici, c'est le double de Bétou, le reflet de Bétou qui est d'ailleurs projeté. Mais effectivement, par exemple, dans cette localité, il est rare d'avoir une maison clôturée. Je dis rare, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est rare, parce on est influencé par la ville. Mais quand on arrive à Brazzaville, non, tout est clôturé, il y a un portail, tout est fermé, vous ne pouvez pas accéder n'importe comment. Chacun a son assiette, et c'est ce qui est aussi à l'origine de la division, hein, de l'individualisme caractérisé qui nous pousse à des guerres, parce que vous allez lire dans le Koloba qui est totalement abasourdi de voir que, par exemple, une arme qui est fabriquée pour tuer les hommes est plus puissante et plus dévastatrice que l'arme que lui voit au village. Au village, il y a ce qu'on appelle le calibre 12 qui peut tuer un singe ou pour tuer euh, une biche. Même l'arme qui est utilisée à Brazzaville pour tuer les gens, on ne pouvait même pas tuer un éléphant avec. C'est-à-dire avec un coup, l'éléphant meurt. Mais pourquoi on n'envoie pas par exemple ces armes pour tuer les animaux? Mais on tue les hommes. Et Koloba a été totalement choqué, puisqu'il était arrivé à Brazzaville juste après la guerre, il était obligé de repartir vite avec la scène que vous avez décrite, que je ne peux pas revenir dessus. Mais c'est formidable ce que vous avez dit. Eh bien, oui, donc c'est dans le roman. Amis culturels, donc, nous recevons sur le plateau de Cultura Richard Ballet, Richard qui est l'auteur de Sur la route de l'école, un roman autobiographique paru aux éditions L'Armatan Congo. Il faut dire que c'est un ouvrage de 200 pages qui se divisait en 6 parties distinctes et nous en décryptons la trame avec l'auteur Richard Ballet. Merci. Alors, un deuxième extrait, Richard? Alors, je vais prendre un deuxième extrait au pif. Je ne sais pas si. Voyons la page. Oui, la page 16. Page 16. Oui. Voilà. Un soir, assis autour du feu, le grand-père se met à raconter. Grand-père, Totonia, la voix autour du feu, Angedengede. Grand-père, je vous donne le conte du chat et de la souris. Le chat et la souris étaient de très bons amis. Ils s'aimaient sérieusement. Un jour, le chat déclare à son ami: trouvons l'argent pour que tu épouses une femme en premier. Après, nous ferons autant pour moi. La souris accepte avec plaisir la proposition du chat. Ainsi, ils ont rassemblé la dot pour le mariage de la souris. Après des jours et des mois, le chat s'est rapproché de la souris pour lui faire autant. Hélas, la souris a refusé en déclarant: je n'ai plus d'argent pour assurer ton mariage. Devant l'insistance du chat qui rappelle leur contrat, la souris prend la fuite en entrant dans un trou. Alors, le chat a dit vertement à la souris: mon ami, tu as fui. Il n'y a pas de souci, je t'aurai. Voilà pourquoi les deux ne s'entendent jamais plus, ne s'entendent jamais
jusqu'à maintenant. Fin de Merci. citation. Mhm. Voilà, on sait que là, on est déjà dans la formation à l'école de la vie. Très bien. Donc, il faut dire, la clé, c'est généralement Oui. les contes, et on tire les leçons. Certainement aussi que là, c'est Richard Ballet venu nous conduire à la leçon tirée. Tout à fait. C'est une leçon. Vous voyez que dans la vie, il est dit, c'est une manière de dire que, il a été toujours rappelé, hein, que deux choses nous divisent dans ce monde. Hein. Il y a l'argent et la femme. Et là, les deux se mettent ensemble. D'un côté, il faut collecter pour se marier, faire marier l'autre, ou doter, et après, l'autre refuse. Vous voyez que c'est souvent les revers de l'homme. Souvent, la plupart des difficultés, des discordes de tout ce que nous vivons sur cette terre, c'est l'accord qui n'est souvent pas, qui ne parvient pas souvent à bout, au bon terme. Et du coup, cela révolte, ça crée la guerre, des divisions, et on ne s'entend plus jamais jusqu'à la fin de la mort, parce que là, ce conte qui est raconté par ce grand-père voudrait bien dire à ses petits-enfants qu'à la vie, dans la vie, il faut faire extrêmement attention. Lorsque vous avez signé un contrat avec une personne, il faut respecter ce contrat. Et il ne faut pas se déroger du contrat à un moment. Et donc voilà comment jusqu'à présent, la métaphore qui dit que le chat et la souris ne s'entendent jamais est partie de là. Alors, tout à l'heure, je mentionnais l'influence qu'il y avait de l'enseignant-chercheur sur n'est-ce pas, Oui. L'acte d'écriture sur la route de l'école. Oui. Mais également, je voulais aussi mentionner, n'est-ce pas, cet apport, pour ne pas dire cette contribution également, cette influence du sociologue. Parce que là aussi une formation, n'est-ce pas, de sociologue également. Oui. Là aussi, l'on sent finalement ce sociologue qui tout le temps veut nous expliquer les choses, n'est-ce pas, sous l'angle sociologique des choses. Donc il faut dire que finalement, il y a cette interrelation, n'est-ce pas, qu'il y a entre l'enseignant-chercheur et également le sociologue que vous êtes. Merci. Alors, lorsqu'on est dans la troisième partie, collège, non, je dis quatrième partie plutôt, pour la première fois, Koloba, on a Koloba, qui vient de faire une fugue. Je parlais de fugue. Ici, l'auteur-narrateur nous parle de découchement, mais on sait qu'en même temps, c'est une fugue qui, n'est-ce pas? Et Koloba nous explique, finalement, l'auteur-narrateur nous explique la cause de tout cela. D'accord. Et il en sent à ce niveau le sociologue qui veut nous montrer, n'est-ce pas, les trois différents moments qui caractérisent finalement l'évolution humaine, où l'on décrit finalement de l'âge de 0 à 7 ans, et de 7 ans à 14 ans, de 14 ans, n'est-ce pas, à 21 ans, ce qui se passe physiologiquement dans le corps humain pour justifier, n'est-ce pas, la fugue ou le découchement de Koloba. Très bien. C'est formidable. Hein. Je le répète, c'est vrai qu'avec l'expérience, vous avez l'œil d'un bon critique littéraire. Et effectivement, ces trois parties, ces trois périodes dans l'évolution de l'homme semblent être fondamentales. Et je commencerai par dire que de 0 à 7 ans, les scientifiques ont démontré d'ailleurs que pendant cette période-là, vous allez peut-être ne pas être d'accord avec moi, l'enfant ne fabrique pas son sang. C'est le sang depuis hérité de ses parents qui continue à l'habiter. Et pendant cette période, nous avons souvent l'habitude de forcer nos enfants à les envoyer à l'école à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais dans le roman, vous verrez que l'auteur-narrateur s'insurge contre cette façon de faire, en pensant qu'à cette période-là, l'enfant n'est pas encore à maturité. Son système est encore très, très, très fragile. Ça ne sert à rien de l'envoyer à l'école, pour éviter que l'enfant puisse se fatiguer
à 21 ans ou à 22 ans. Et après vient de 8 à 14 ans. C'est la période où l'enfant commence à faire des recherches, à s'exprimer, à exprimer ses sentiments, à mettre en mouvement ses pensées et à commencer à chercher ce que Dieu a dit. L'homme ne vivra pas seul, il lui faut une compagnante. Et donc, cette fugue arrive pour pouvoir aller à l'encontre ou à la rencontre d'une âme sœur. Et voilà que souvent, c'est cette période-là où les enfants, si on n'arrive pas à bien orienter et canaliser les enfants, l'enfant peut exploser. Après vient la période de 15 à 21, donc c'est 14 à 21 si je ne me trompe pas, c'est la période de la maturité. Et l'enfant commence à prendre cette fois-ci, à analyser effectivement l'école de la vie, à tirer les leçons de son passé, des désordres qu'il a effectués ou qu'il a fait pendant la deuxième tranche. Voilà donc un peu l'idée que l'auteur a. Voilà. Alors, déjà, il faut dire que finalement, lorsqu'on tend vers la fin, ou lorsqu'on essaie un peu de regarder la chute, Koloba, dont on présente la naissance, l'école primaire, le collège, le lycée et l'université, finira, n'est-ce pas, au regard de la première interrogation ou l'interrogation fondamentale qui ouvre votre roman. On sait que grâce à ce qui va se passer politiquement dans le pays, Koloba finira par être embauché quelque part sous la caution de la confiance et de la fidélité. Et là également, une autre leçon à tirer. Très bien, peut-être que c'est une très grande leçon. Dans la vie, il faut absolument avoir une confiance. Et quand on fait confiance à une personne, ce n'est pas pour un petit oui, un petit non, ce n'est pas pour une erreur, pas pour une faute qu'on doit perdre cette confiance. On doit totalement avoir cette confiance jusqu'à la fin. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une personne qui peut faire totalement confiance. Et c'est l'invite des narrateurs à comprendre que pour s'élever, et le plus grand diplôme du monde, on peut avoir le doctorat, on peut être professeur. Si vous n'avez pas la confiance de quelqu'un, la personne ne vous hissera pas. Et souvent, c'est toujours une personne qui emmène une autre personne. Quand on a parlé de Pouli, vous avez lu ça au départ, c'est toujours quelqu'un, vous pouvez beau être intelligent, mais si une personne ne vous propose pas quelque part, vous n'y arriverez pas. Donc il faut toujours avoir une personne et faire confiance totale à cette personne. Ne pas jouer les sales jeux, les doubles jeux, mais si vous ne lui faites pas confiance, on n'oblige pas quelqu'un, mais si vous faites confiance à une personne, il serait souhaitable que la confiance soit totale. Merci Richard Ballet sur La route de l'école, le roman autobiographique. Je disais qu'il est paru aux éditions L'Harmattan Congo, quasiment 200 pages et subdivisé en 6 parties. C'est la vie, n'est-ce pas, de Koloba Mbenzé que vous présentez dans ce roman, mais il faut dire simplement qu'on est ici à l'école de la vie. Très bien. Également, il faut dire que finalement, tous les types d'apprentissage, et on apprend à tous les niveaux. Un roman, il faut dire, totalement pédagogique, et rassurez-vous que j'ai beaucoup appris. Merci. Merci Richard Ballet. Je vous en prie. Amis culturels, nous vous disons merci, et voilà, nous prenons date pour samedi prochain. En tout cas, passez une très belle journée dans vos familles respectives. À très bientôt.